va consacrer les 2 séances qui viennent au thème plus particulier de la ville comme théâtre de la photographie. Et ces 2 séances vont vous être présentées par Frédéric Tadei-Ange et Françoise Lambert. Frédéric Tadei-Ange travaille au Musée d'Île-de-France. Françoise Lambert est journaliste pour la presse écrite et ils ont en commun tous les deux d'être également photographes, ce qui nourrit leur réflexion et leur présentation de ce soir. Voilà, bonne soirée à tous. Merci. Oui, bonsoir. Voilà, très bien. Donc, nous allons commencer par un photographe de la deuxième moitié du 19e siècle. Alors. Oui, excusez-moi, bonsoir. Donc, je suis Françoise. Je vais juste vous dire, juste 2 mots pour vous dire que donc, on va vous parler là ce soir et qu'il y aura une autre conférence aussi la semaine prochaine. Et donc, ce soir, on va en fait commencer par des photographes du 19e siècle et on va essayer d'aller à peu près jusqu'avant la Deuxième Guerre mondiale. Je voulais aussi vous dire que, bien entendu, ça ne va pas du tout être exhaustif. Hein, on a fait des choix parce que c'est un sujet relativement immense. Voilà, c'est juste tout ce que je voulais vous dire là, maintenant. Et que la fois prochaine, nous parlerons notamment de la photographie humaniste, et puis après la Deuxième Guerre mondiale, et puis la photographie de rue, pour aller jusqu'aux époques plus contemporaines. Voilà, je repasse la parole donc à Frédéric, qui va commencer cette conférence avec un photographe qui s'appelle Charles Marvil. Voilà. Oui, donc merci Françoise. Donc effectivement, alors nous allons parler de Charles Marvil. Pourquoi ce choix? D'abord parce que Marvil a été le témoin d'une sorte d'accélération de l'histoire urbaine sous le Second Empire, puisque c'est l'époque où, à l'instigation du baron Haussmann et en arrière-plan de Napoléon III lui-même, qui s'intéressait beaucoup à l'urbanisme, la capitale, donc Paris, va changer profondément. Et puis parce que, évidemment, les photographies de Marvil, qu'ensuite on pourra comparer, si on le souhaite, à Jeanne Adjé, pose aussi la question du documentaire en photographie. Voilà. Donc, en fait, Charles Marvil est né en 1813 à Paris. Il est né sous le nom Charles François Bossu et il a commencé sa carrière comme illustrateur. Il était graveur sur bois. Et donc, on a par exemple ici une illustration qui va en fait nourrir un livre de Charles Nodier qui va s'intituler La Seine et ses bords. Donc ça c'est 1836. Et puis il a illustré aussi un livre, alors peut-être plus célèbre, celui de Bernardin de Saint-Pierre pour les Virginies, avec d'autres artistes et illustrateurs de son temps, qui étaient dans la mouvance de la peinture de plein air, donc par exemple Daubigny ou Polluet. En fait, peu de peintures de Charles Marvil nous sont parvenues, donc on pense qu'il était plutôt, son domaine d'excellence était plutôt l'illustration. Alors, là on est en 1850, et on a donc les premières images de Charles Marvil. Ce sont des calotypes. Alors, on a expliqué dans la conférence précédente ce que c'était, c'est-à-dire
un support, un négatif papier qui a permis en fait la diffusion de la photographie. Donc c'était une technique assez malléable, mais qui avait l'inconvénient de ne pas être très très précise. Alors Charles Marville a fait toutes sortes de siècles depuis son appartement parisien, et puis ce qu'on voit au fond c'est le dôme des Invalides, et donc c'est toute une série assez expressionniste, et on va voir que finalement il a changé de technique et d'orientation quelque temps après. Alors 1850, 1851, on va faire un petit aparté qui avait déjà d'ailleurs été évoqué précédemment, avec la mission héliographique, qui est donc qui est commanditée par le comité des monuments historiques. C'est la société en fait héliographique qui est composée de photographes, mais aussi parfois de peintres. Eugène Delacroix, par exemple, faisait partie de la société héliographique. Donc cette société va envoyer à la demande du comité des monuments historiques, c'est une période bien sûr où il y a un regain d'intérêt pour le patrimoine, va envoyer plusieurs photographes pour essayer d'inventorier le patrimoine français, particulièrement celui qui est le plus en péril. Alors par exemple, on a cette image de Le Sec, qui est la cathédrale de Reims, ou bien de Bayard, qui est la cathédrale de Saint-Foin à Rouen. Voilà. Alors, cet aparté pour dire que finalement c'est une période où on s'intéresse au patrimoine d'une manière générale, et Marville a beau ne pas faire partie de cette mission, on va voir qu'il est aussi dans ce type de préoccupation. Donc là c'est une image de Marville, c'est la cathédrale de Mayence, qui va illustrer en fait en 1851 un album qui s'intitule Sur les bords du Rhin. Un peu plus tard, en 1853-54, il photographie la cathédrale de Notre-Dame, qui est à ce moment-là rénovée par Viollet-le-Duc. Et cette image fera partie d'une série qui s'intitulera Architecture et sculpture de l'art religieux. Alors, quelques petits éléments bibliographiques. Donc, on a bien vu qu'il était passé de l'illustration, donc de la gravure sur bois, à la photo. Et dès 1855, il est signalé comme photographe du musée qu'on appelle à l'époque impérial du Louvre. Et c'est à cette occasion qu'il fera des reproductions des dessins d'Ingres, qui restera d'ailleurs son ami jusqu'à la fin. 1858, c'est une date importante puisqu'il va être embauché par le service des travaux historiques de la ville pour photographier la construction des buts de Chaumont. Alors, image, donc image, trois images de ces constructions, image assez spectaculaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Napoléon III avait, comment dirais-je, admiré en fait ce qui se faisait à Londres et ce qui se faisait à Londres et effectivement les Anglais étaient un petit peu en avance sur Paris de ce point de vue-là. Il y avait beaucoup plus d'espaces verts. Au niveau de l'éclairage aussi, ils étaient en avance. Et Napoléon III était très très au fait, donc il a un petit peu piloté en arrière-plan tout ce qu'a fait le baron Haussmann. Et donc, durant, donc, on va dire, durant les travaux haussmanniens qui vont durer en fait de 53 à 1870, beaucoup de choses vont être créées à Paris, on va évidemment y venir avec les fameuses percées urbaines, mais aussi des
des espaces verts qui ont été créés de toutes pièces, dont les buttes Chaumont et le parc Montsouris. Et par ailleurs, le bois de Vincennes ou le bois de Boulogne seront réaménagés pour la promenade et beaucoup de squares vont être créés à cette même époque. Donc c'est l'idée que non seulement il faut évidemment aérer la ville d'un point de vue de la circulation, mais il faut aussi l'aérer du point de vue en apportant des espaces verts. Alors, on va continuer avec des images un petit peu emblématiques et presque iconiques, à savoir les destructions qui ont engendré les travaux plutôt l'administration d'Haussmann. Donc Haussmann est préfet de Paris. Évidemment, sous sa responsabilité, il a toute une équipe d'architectes. Alors, ici, on est sur la percée de l'opéra, qui sera de l'Opéra de Paris. Je rappelle que le baron Haussmann, d'un titre un peu provocateur, se disait artiste démolisseur, et qu'il a été évidemment très critiqué pour ses travaux qui ont engendré une grande spéculation dans Paris, beaucoup de mouvements de population, des expropriations, évidemment. Voilà. Alors il y a un auteur en particulier qui a critiqué la période haussmannienne, c'est Walter Benjamin, qui est un critique littéraire 1882-1940, et qui a écrit un opuscule qui s'intitule Paris capitale du 19e. Et il dit alors d'une manière assez dure, l'activité d'Haussmann s'incorpore à l'impérialisme napoléonien qui favorise le capitalisme de la finance. À Paris, la spéculation est à son apogée. Les expropriations de Haussmann suscitent une spéculation qui frise l'escroquerie. Et plus loin, il dit, en 1864, il donne carrière à sa haine contre la population instable des grandes villes dans son discours à la Chambre. Et il conclut, en quelque sorte, le véritable but des travaux d'Haussmann, c'était de s'assurer contre l'éventualité d'une guerre civile. Il voulait rendre impossible à tout jamais la construction de barricades dans les rues de Paris. Et c'est vrai que tout au long du XIXe siècle, les révolutions françaises ont été des révolutions urbaines. Néanmoins, cette très mauvaise presse d'Haussmann a été largement corrigée et revue, et on a effectivement reconnu ses qualités d'urbaniste. Donc effectivement, par exemple, Marie de Thézy, qui est une spécialiste de Marville, rappelle effectivement que Paris était une ville où il était très très difficile de circuler. Donc si on devait effectivement énumérer les avancées d'Haussmann, il y a ces fameuses percées, effectivement. Donc c'est les grands boulevards, c'est les espaces verts qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est le réaménagement aussi de la Seine, et puis c'est aussi le mobilier urbain qui n'existe pratiquement pas avant cette période. Alors, autre grande, toujours la percée de l'avenue de l'Opéra, et juste un mot, puisque l'avenue de l'Opéra, au départ, devait s'appeler l'avenue Napoléon, mais évidemment, elle a été rebaptisée après la chute de l'Empire, donc après 1870. Et donc là, ce qui est évidemment, dans cette photo de Marville, ce qui est tout à fait impressionnant, c'est l'espace créé, et puis vous voyez les ouvriers qui sont au-dessus des toits ici, et ce balai de carrioles qui vont emporter les déblais. Donc là, évidemment, vu les techniques de l'époque, c'est une photo, c'est presque une photo de famille, c'est-à-dire que les personnages posent. Voilà, alors ensuite, il y a une autre date importante pour Marville, c'est 1871.
1965, puisque le service des travaux historiques lui commande un album qu'on intitulera l'album du Vieux Paris. En effet, le baron Haussmann était conscient de ce que Paris perdait, et il y avait malgré tout un souci d'archivage et de mémoire. Donc Marville a été chargé aussi de photographier des rues destinées à la destruction, comme par exemple ici la rue de l'Évêque et la rue d'Argenteuil, qui ont également disparu dans le cadre de l'avenue de l'Opéra, de la construction de l'avenue de l'Opéra. Et puis je pense que c'était intéressant aussi de montrer eh bien, le résultat pour l'époque, même si nous ça nous paraîtra donc un peu peut-être banal, mais donc on a ce mobilier, la fameuse colonne Maurice. Alors Maurice, à ne pas confondre avec William, c'est Gabriel Maurice en fait qui était l'imprimeur qui avait donc eu droit à la concession, hein, c'est-à-dire au droit d'exploitation de cette colonne, qui avait pour fonction évidemment de désengorger un petit peu l'affichage sauvage, et puis qui a alors toute une histoire très très riche, très compliquée, puisqu'à un moment donné la colonne Maurice s'est confondue avec les Vespasiennes, c'est-à-dire les Urinois. Voilà, donc mobilier qui apparaît à cette époque, vers 1868, et qui participe d'un mobilier aujourd'hui tout à fait reconnaissable, qui donne son identité donc à Paris. Autre mobilier urbain, alors c'est la fontaine Valas, également conique, du nom en fait de son généreux donateur, le philanthrope britannique Richard Valas. Et là on est après 1870, vous vous rappelez peut-être que suite à la guerre franco-prussienne et suite surtout au siège de Paris, beaucoup de voies d'eau et d'aqueducs avaient été détruits, si bien qu'au sortir de la guerre, il était très très difficile de trouver de l'eau potable. Et donc Richard Valas a offert à la ville de Paris, dans ces années-là, ces fontaines qui sont toujours d'ailleurs en fonction. Alors sur une période d'ailleurs de l'année, parce qu'en hiver on les ferme pour le jet, pour ne pas abîmer les canalisations, et qui ont été dessinées par un certain Charles Auguste Lebourg. Voilà, alors je vais vous parler des Vespasiennes. Donc là on a quelque chose d'assez amusant évidemment dans le titre, dans l'énoncé, dans la publicité. Alors on pourrait pousser l'humour en rappelant d'ailleurs que Napoléon III avait quelques problèmes avec la vessie, et que lors de la défaite de Sedan, il a beaucoup souffert. Il est d'ailleurs mort d'une tentative d'opération de ses problèmes urinaires. Bon, on va peut-être pas pousser jusque-là, mais en tous les cas, ces petites constructions donc envahissent l'espace parisien. On parle de Vespasienne, du nom évidemment de l'empereur Vespasien qui avait institué en son temps un impôt sur l'urine. On parle aussi de chalet des Anses, et c'est vrai que on a des fois des choses tout à fait étonnantes dans les constructions et dans l'esthétique. Alors bien sûr, ce qui est important aussi à cette époque, c'est l'éclairage. Je vais juste vous donner deux chiffres. 1820, les premières lanternes à gaz sont installées à Londres, seulement en 1829 à Paris. Et on peut dire que, alors, au milieu des années 1840, donc juste un petit peu avant la période haussmannienne, alors la quasi-intégralité de la ville de Londres
et la moitié de la ville de Paris sont éclairées au gaz. Alors, autre grand intérêt de la photographie de Marville, c'est qu'il a été témoin évidemment de la guerre. Ici, c'est la reconstruction du Panthéon, du Panthéon, qui avait été fortement évidemment abîmé durant la guerre, puisque des munitions étaient déposées et les Prussiens donc avaient pilonné le bâtiment. Et alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est le rapport entre les deux images. Et puis, ce qu'on voit ici, c'est la destruction de l'hôtel de ville, qui avait été sur l'initiative de Communard. Et on a sur l'image suivante sa reconstruction par l'architecte Balu. Alors on va terminer avec deux images. C'est les fameuses tanneries sur la Bièvre. Vous savez que cette rivière de la Bièvre coulait à ciel ouvert, circulait dans Paris d'ailleurs. Il est question de la rouvrir dans certains quartiers parisiens. Donc là, on a une image des tanneries et on va, sur Marville, terminer par une autre image importante, c'est les Halles Baltard, donc de l'architecte Baltard, alors qui ont été construites sur un temps assez long, entre 1852 et 60, et même ces constructions se sont prolongées au XXe siècle, jusqu'en 1936. Et pour la petite histoire, il faut savoir que Baltard, qui était Grand Prix de Rome, avait d'abord fait une version en pierre, et que c'est l'empereur lui-même qui avait insisté pour que ce soit une construction de verre et d'acier. Voilà, alors on a une très belle image, et on se posait d'ailleurs la dernière fois la question de la composition, comment on peut faire éventuellement pour décentrer. Donc, par rapport à cette perspective, ici, effectivement, on a cette plage de lumière, ici et là, et cette hippomobile qui décentre totalement l'image. Et également, on a une sorte de texture sur le sol qui est tout à fait intéressante. Alors, on va passer à un autre photographe qui est peut-être plus connu, célèbre que Charles Marville, c'est Eugène Atget. Eugène Atget, qui est né en 1857 à Libourne, près de Bordeaux. Et je pense que les Palnéolais ont reconnu l'église Saint-Évaré-Normand, église du XIIe, XIIIe siècle. L'intérêt, alors, contrairement à Marville, l'intérêt d'Atget, c'est aussi d'avoir étendu son champ d'investigation à ce qu'on appellerait aujourd'hui la banlieue. Donc il a photographié les Hauts-de-Seine, mais aussi des communes du Val-de-Marne, Cachan, Arcueil, etc. Des grands parcs, on ne montrera pas d'image parce qu'on n'a pas le temps, mais il a photographié le parc de Sceaux, bien entendu, en 1925, mais aussi le parc de Versailles. Et puis, ce qui est tout à fait intéressant, au-delà donc de l'aspect documentaire, c'est la sensibilité d'Atget, on y viendra, et puis sa capacité aussi à montrer la marge. Alors, la marge déjà, parce qu'ici on est en banlieue, et on verra aussi cette question d'un point de vue peut-être plus sociologique ensuite. Donc toujours Bagneux, la rue des Fossés, je ne m'étendrai pas. Alors ce qui est très très important de rappeler dans la biographie d'Atget, c'est qu'il a entamé une carrière d'abord de comédien, avant de s'essayer à la photographie. Il entre au conservatoire en 1879, après un échec en tout cas. Et en 1885, il suit une troupe de théâtre. Et ce n'est qu'en 1888 qu'il va s'essayer à la photographie. Donc il y a un temps où finalement il est entre le théâtre et la photographie.
Alors il va abandonner le théâtre parce qu'il était toujours dans des rôles de troisième catégorie, ça ne marchait pas très bien. Et ce qu'il va comprendre très vite, c'est que les artistes qu'il côtoyait, les artistes peintres, avaient besoin de documents. Donc il va fournir, entre autres, des artistes aussi célèbres, Georges Braque, André Derain, Maurice de Vlaminck, Dunoyer de Ségonzac, ou bien Maurice Utrillo. Et parce que Atget n'est pas du tout le Van Gogh de la photographie, il va être également acheté par plusieurs grandes institutions, la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque historique de la ville de Paris, et d'autres bibliothèques. Alors, en reprenant un peu le thème du vieux Paris, qu'on a évoqué précédemment, on a cette photographie à l'angle de la place Saint-André-des-Arts et de la rue Hautefeuille, qui date environ de 1815. Et à ce sujet, je vais rappeler comment ce type de photographies ont été perçues quelques années après la mort d'Atget, qui est mort en 1927, par la critique de l'époque. On a souvent parlé de scènes de crime. Et par exemple, Walter Benjamin a repris cette expression dans un autre opuscule qui est La petite histoire de la photographie, qui est en 1931. Et de même, Desnos, figure célèbre du surréalisme, écrit en 1929 pour un projet de livre. La ville meurt, les tombes se dispersent, mais la capitale du rêve dressée par Atget dresse ses remparts inexpugnables sous un ciel de gélatine. Le dédale des rues poursuit son cours comme un fleuve, et les carrefours servent toujours à de pathétiques rendez-vous. Alors, ici, on a une autre image qui date, elle, de 1900. C'est la rue des Ursins sur l'île de la Cité. Et bien entendu, on a, alors là encore, des éléments tout à fait typiques. Alors, on a ce monsieur avec son canotier, on est en 1900, la carriole renversée, les pavés, encore la fameuse Vespasienne. Et puis donc cette perspective un petit peu tortueuse qui s'enfonce dans l'arrière-plan. Alors je préfère le dire tout de suite parce que je vais peut-être l'oublier. Contrairement à Marville, Atget aura toujours une certaine défiance par rapport aux grands boulevards qui auront été dessinés, si on peut le dire, par l'équipe d'Haussmann. Même s'il va photographier certains éléments ou certaines activités sur les boulevards. Alors ici on a une photographie qui est également assez célèbre. Ça s'appelle Au tambour, puisque dans les séries qu'a réalisé Atget, il y avait toute une série sur les enseignes. Donc là, on est devant une devanture de restaurant. Ça s'appelle donc Au tambour. On est en 1911 et l'image est célèbre aussi parce qu'on voit ici l'appareil photographique et on pense alors que c'est Atget qui est ici avec la tête de quelqu'un qui se trouve à l'intérieur du restaurant. Donc il y a un jeu comme ça, si vous voulez, entre l'intérieur et l'extérieur, et puis un pseudo, un faux presque autoportrait d'Atget. Alors on a toute une série comme ça d'enseignes qui sont aussi intéressantes les unes que les autres. Alors ensuite on va parler de quelque chose, on va remonter un tout petit peu dans le temps, vers 1899, c'est la série des petits métiers de Paris,
qui est d'ailleurs appartient à une tradition qu'on appelle aussi les cris de Paris, qui remonte même jusqu'au XVIe siècle, c'est-à-dire la représentation des petits métiers, évidemment, avant cette époque qui se faisait sous forme de gravure, voilà, d'illustration. Et on a donc un chiffonnier. Alors je vous parlais de la marge, hein, de l'intérêt d'Adjé pour la marge, c'est-à-dire cette sensibilité qui n'est pas forcément commune. Il évite évidemment tous les poncifs et toutes les cartes postales possibles en photographie. Là, on a boulevard de Sébastopol, l'intérieur d'un chiffonnier, donc vous voyez, au cœur même de Paris. Et c'est Guillaume Le Gall, qui est un spécialiste d'Adjé, qui rappelle que cette photographie, elle est tout à fait intéressante d'un point de vue documentaire, et puis il y a une manière de composer qui est très très froide, qui finalement renforce le propos. Alors, quelque chose de beaucoup plus quand même joyeux dans cette série des petits métiers, et en l'occurrence, on est là sur les métiers ambulants, c'est le vendeur d'abat-jour, pardon, d'abat-jour. Et je me suis permis en fait de faire un petit lien, puisqu'en fait Adjé est un homme de théâtre, donc on a ici le décor parade, un des costumes de parade, et puis pourquoi pas aller jusqu'à un petit clin d'œil sur l'art contemporain avec ce mannequin de Daniel Firman, donc lui aussi qui a l'air, Daniel Firman, artiste né en 1966, voilà, qui a l'air aussi très encombré. Alors on peut continuer sur les petites boutiques. Il y a aussi toute une série, donc on peut considérer qu'il y a une sorte d'évolution de la mobilité vers une pseudo-sédentarité, une moindre précarité en tous les cas. Et puis, bien sûr, il y a ces étalages qui sont tout à fait emblématiques. Et des étalages d'ailleurs qui vont inspirer d'autres photographes dans les années 30. Donc ici, on est sur le marché des Carmes en 1910. Et on va arriver maintenant, alors, plus sur la fin de la vie d'Adjé. Alors cette photographie date de 1912, mais elle va avoir une histoire un peu particulière, puisqu'elle va être intégrée en 1926 à la revue La Révolution surréaliste. Il se trouve que Adjé habitait rue Campagne Première, c'est-à-dire dans la même rue que Man Ray, le photographe Man Ray. Et c'est ainsi qu'il a été découvert par Man Ray. Et cette image qui s'intitule simplement L'éclipse, merci, en fait a été reproduite dans la revue sous le titre les nouveaux convertis. Alors l'intérêt de l'image, bon d'abord c'est parce qu'il est rare que jeune Adjé photographie des foules. En général, il essaie plutôt d'évacuer les foules, sauf lorsque tu prenais les portraits des petits métiers, par exemple. Il y a aussi d'autres cas. Et puis, cette image, évidemment, elle a été interprétée par les surréalistes comme quelque chose de fantastique. Alors, lorsque Adjé a donné cette image, il a simplement dit ce ne sont que des photographies et vous n'avez pas besoin de mettre mon nom. Voilà, alors c'est tout à fait caractéristique de l'attitude d'Adjé vis-à-vis de son propre travail, qui va donner lieu évidemment à beaucoup d'interprétations ensuite dans l'histoire de la photographie.
parce qu'on ne saura pas, alors on va balancer, si vous voulez, entre l'artiste photographe de génie ou bien le simple artisan qui fait des séries. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, Adjei était très très peu bavard sur son travail et il a laissé très peu d'écrits. Autre photographie qui a été intégrée dans cette revue en juin 26, c'est le boulevard de Strasbourg, donc la série Corset, donc c'est 1913. Et là, je voudrais encore citer Guillaume Le Gall, qui dit à propos de cette image, bien plus qu'un simple étalage de produits manufacturés, la vitrine du grand magasin est l'espace de la mise en scène et du spectacle, de la marchandise que l'on offre au regard de la rue, à celui du badaud en particulier. Sur la photographie, magasin, avenue des Gobelins. Voilà. Donc les mannequins, fortement sexualisés, sont figés et évoquent, quoique immobiles, l'illusion d'un mouvement féerique. Alors là, on a une image de Man Ray. Il faut savoir que Man Ray n'était pas simplement photographe, c'était également un artiste accompli qui avait d'ailleurs travaillé en collaboration avec Marcel Duchamp, qui fabriquait aussi des objets. Il s'agit d'un torse ficelé. En fait, c'est une manière de rappeler qu'à cette époque, à l'époque des surréalistes, il y a un intérêt grandissant pour les mannequins, que ce soit chez les photographes et évidemment chez les peintres. On a ici la fameuse tête de Raoul Haussmann. Et puis, également tout à fait connue, c'est une peinture de Giorgio de Chirico, en l'occurrence des mannequins. Vous voyez, c'était une thématique assez répandue. Et on peut penser que c'est pour cette raison qu'Adjei a beaucoup intéressé les surréalistes à cette époque. Alors, avant-dernière photographie, là aussi un petit clin d'œil à la photographie contemporaine. Il s'agit d'une image de Valérie Belin. Valérie Belin, née en 1964 et qui, dans une série réalisée en 2003, a montré donc des mannequins. Donc ce sont des mannequins inanimés, mais bien sûr l'intérêt de l'image, c'est l'ambiguïté dans la cosmétique. Voilà, et on va terminer avec cette image d'Adjei, avenue des Gobelins, où là encore on a évidemment cette scénographie à l'intérieur du magasin, mais aussi ce jeu avec la rue, puisqu'on a un reflet juste en arrière-plan. Donc je vais laisser la parole à Françoise. Oui, alors en fait, moi je vais vous parler alors, je vais vous montrer maintenant une photo d'Eugène Adjei. Donc, ça, c'est une photo qui a été prise par une photographe américaine qui s'appelle Bérénice Abbott. C'est un portrait que moi je trouve émouvant, mais je suis sûrement pas la seule. C'est un portrait qui a été pris très peu de temps après la mort d'Adjei. D'ailleurs, lui ne verra jamais cette photo parce que lorsque Bérénice Abbott se rend chez lui pour lui montrer les photos qu'elle a faites de lui, elle apprend qu'il est mort. Bérénice Abbott, c'est une femme qui a une place importante dans l'histoire de la photographie, mais je vous reparlerai de son travail un petit peu plus tard. Donc Bérénice Abbott, elle est arrivée au début des années 20 à Paris. Elle avait rencontré Man Ray à New York, juste après la Première Guerre mondiale, avant que Man Ray ne vienne s'installer à Paris. Et en fait, donc à Paris, en 1923, elle va devenir l'assistante de Man Ray pendant 2 ans. Et c'est par son intermédiaire qu'elle connaîtra le travail d'Adjei, parce que Man Ray a acheté une 50aine de photos Adjei, et il en fera apparaître quelques-unes dans la Révolution surréaliste, comme Fred vous l'a dit tout à l'heure, et vous a parlé de cet aspect des choses. Donc en fait, Bérénice Abbott, elle admire beaucoup le travail d'Adjei, c'est pour cela qu'elle le rencontre, qu'elle fait sa photo.
Bon, il faut dire qu'en 1925, donc c'est-à-dire enfin, juste avant qu'elle fasse cette image, Abbott, elle travaille plus chez Man Ray. Elle a ouvert son propre studio et puis elle fait des portraits. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est tout simplement fait virer de chez Man Ray. Elle lui a fait de l'ombre en faisant le portrait d'une riche américaine, Peggy Guggenheim, qui est une mécène, comme vous le savez sans doute. Et ben, Man Ray s'est fâché tout rouge, puisque Man Ray, bon, je vous le rappelle, c'était un artiste qui était proche des surréalistes, mais il vivait aussi beaucoup de ses portraits de commande, en fait. Donc bon, ça c'était un peu pour l'anecdote, mais je reviens à Bérénice Abbott et Adjei. Donc Abbott, elle a été, oui, très impressionnée par le travail d'Adjei, et en 1928, avant qu'elle reparte, elle, pour les États-Unis, donc Adjei est mort, et elle va acheter le fonds photographique du photographe français, et on peut dire qu'en fait, elle a sauvé l'œuvre de ce grand précurseur de la photographie moderne qui est Adjei, parce que bon, non seulement elle va acheter ses archives, mais elle va promouvoir pendant 40 ans ses travaux aux États-Unis, par de nombreux moyens. Elle va essayer de l'exposer, de faire des livres. Et en 1931, c'est la crise, hein, c'est la dépression, elle est dans le besoin et elle va être obligée de céder 50% des droits de la collection Adjei au galeriste Julien Lévy pour $1000. Et ça elle le regrettera beaucoup toute sa vie. Je vais m'arrêter là sur Bérénice Abbott et Adjei. Je reviendrai un petit peu plus tard sur son travail, sur un projet qui parle bien sûr de la ville. Mais bon, voilà, c'était un peu notre moyen là, de passer de l'Europe aux États-Unis. Donc moi je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe dans ce pays dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et je vous convie à un petit retour en arrière. Enfin ouais, c'est même un sacré retour en arrière, puisque là on est en 1867. Et c'est un camp de pionniers dans le Nevada. C'est une photo faite par Timothy O'Sullivan. Bon, donc ce que je voulais vous dire surtout, c'est qu'en Amérique, dans la deuxième moitié du XXe siècle, on photographie vraiment très peu la ville, mais beaucoup plus les grands espaces et les paysages, puisque les Américains, c'est un peuple de pionniers, ils sont en train d'explorer le pays.